Elle est irréversible, cette joie qui nous entraîne dans ce 4e numéro de la saison 8 de C'est Midi. Eh bien, le grand format du jeudi sera désormais consacré au sujet d'utilité publique en vue de sensibiliser et participer à une prise de conscience collective. Nous aborderons aujourd'hui l'épineuse question des violences conjugales avec pour thème « Mon conjoint m'a cassé la mâchoire avec un pilon ». Voilà, pas très glamour, mais restons concentrés parce que c'est midi. C'est maintenant. Et oui, c'est midi, c'est maintenant. Et nous sommes heureux d'évoluer dans ce nouveau décor, dans ce somptueux décor. Eh bien, vous le savez depuis le premier jour, c'est l'agent 00 combien déjà 006. L'agent 006, Manuela Pocosi, journaliste de formation. C'est avec un grand plaisir que nous la retrouvons donc dans cette émission. Alors, Manuela, je vous donne la latitude de parler à votre public. Bonjour, public de C'est Midi. Je suis ravie d'être parmi vous. J'aurai le plaisir d'accompagner Caroline et nos invités du jour, voilà, en termes de statistiques, et pour vous donner un peu plus d'informations. Voilà, sur ce voilà. On est ensemble. Docteur Pilon, tout va bien, toujours. Ouais. Toujours. Ça va. Voyez. Ça va. Merci, ça fait plaisir d'être là. Moi je dirais que je suis l'agent 00 ancien, parce qu'il y a longtemps on est là, 00 ancien. Et Caroline, parlant de toutes ces sensibilisations, et toutes ces conscientisations, ben, qu'est-ce qu'un docteur peut faire sans une seringue? C'est pourquoi je vais piquer aujourd'hui, j'avais cette seringue-là, pour piquer toutes ces personnes-là qui s'adonnent à ces exactions qui nous noguent l'humanité. Merci infiniment. Ça commence très bien. Alors, notre personne ressource, notre consultante se nomme Jokoyi Viviane Estelle. Elle est conseillère psychologue, c'est bien cela, et doctorante en psychologie criminelle. Merci d'être présente, merci d'avoir accepté votre invitation. Merci, Caroline. Tout va bien, hein? Tout va très bien. Et cette femme qui a besoin forcément de nos encouragements, elle c'est Kouadio Marie-Christine. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. On est content de vous recevoir. Merci. Notre appel à témoin du jour se nomme Marie-Christine Kouadio. Elle est âgée de 30 ans, elle est commerçante et mère d'une fille de 10 ans. Nous aurons dans quelques instants l'occasion d'entendre son témoignage et vous savez très bien que ce sujet est un sujet, je dirais, transversal parce qu'il concerne toutes les époques, toutes les races, toutes les cultures. Mais aujourd'hui, de plus en plus, c'est un sujet qui revient dans les débats publics. Nous en parlons pas par souci de féminisme ou faire la propagande d'un certain genre, mais parce que c'est une réalité et nous voulons mettre le doigt là-dessus. Nous voulons apporter des solutions et nous voulons sauver des vies. Avant d'échanger avec notre invité, merci de regarder ensemble cette reconstitution. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Déjà 1 an que le drame s'est produit. C'est qu'elle en garde un profond souvenir. Cette nuit-là, elle aurait pu perdre la vie en tentant de dissuader son conjoint de quitter le domicile conjugal. Il est autour de minuit quand Constant rentre ce jour-là. Il décide de faire ses valises pour se séparer de sa conjointe. Une idée que Marie-Christine trouve peu intéressante. Elle s'y oppose, faisant valoir l'heure tardive et l'environnement sécuritaire précaire d'Abobo Avocatier. Constant refuse d'obtempérer. La suite se conjugue en violence. Le dos tourné, Marie-Christine se fera héler par sa fille de 5 ans qui l'avertit. Papa arrive avec un pilon. En tentant de se retourner pour en faire le constat par elle-même, c'est sur sa mâchoire que le morceau de bois atterrit. C'est ce geste qui la sauvera. Les dents arrachées par la violence du coup, il aura fallu la promptitude de l'intervention des voisins pour l'aider à se tirer d'affaire. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. La fille de Marie-Christine a aujourd'hui 10 ans et elle avait 9 ans lorsque les faits se déroulaient. Oui. Alors, on aimerait bien savoir comment est-ce que vous avez rencontré Monsieur Constant? Lorsque je l'ai rencontré, en ce moment, j'étais au centre culturel et j'avais ma camarade qui a un salon de coiffure à côté où il coiffe sans maquille. C'est là que je l'ai croisé. Je l'ai croisé en tant qu'un ami.
Il était mon ami, on faisait tout ensemble. Après, vous vous êtes perdu de vue. Voilà. Maintenant, dans ça, on est devenus aujourd'hui. On a vu un enfant ensemble. Alors, qu'est-ce qui vous encourage à prendre la décision d'aller vivre avec lui? Vous me direz peut-être c'est l'amour. Non, c'est pas l'amour. Mais parce qu'à ce moment-là, je ne l'aimais pas en tant qu'un homme que je vais vivre avec lui. Mais lui-même, lorsqu'il était arrivé ici, il n'avait personne. Il n'avait que moi et mon grand frère qui est encore habillé. Nous sommes comme ses parents. Mais je n'ai pas arrivé à comprendre comment c'est fait que je suis arrivée là. Moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et nous, on aimerait bien comprendre aussi. Alors, vous vous retrouvez sous le même toit que Constant? Oui, on s'est retrouvés sur le même toit. On a fait tout ensemble. Arrivé à un certain moment, quand je voyage, aller dans les spectacles, voyage, aller... Parce que je viens chaque jour, il y a discussion, il y a palabre. C'était des crises de jalousie? Oui. Mon voisin, c'était encore habillé. Lui, il a demandé, mais toi, tu sais ce que ta copine fait. Mais chaque fois qu'elle arrive, toi, tu fais palabre avec elle tous les jours. C'est pas bien, il faut arrêter. J'ai vu que... Allez-y. J'ai vu que c'était trop. Et j'ai arrêté de chanter, j'ai arrêté de danser, j'ai abandonné tout. Maintenant, je suis là maintenant. Mais Marie-Christine, ce que j'aimerais savoir, est-ce que lorsque vous étiez amis, vous n'avez pas constaté que Constant était quelqu'un de violent? Non, c'est un homme, quand il le voit, c'est un homme parfait, tranquille. Il a une gueule d'ange. Mais il faut vivre pour savoir qui il est réellement. Parce que si tu ne dors pas avec quelqu'un, tu ne le connais pas. La première bagarre intervient à quel moment? La première bagarre, c'était sa sœur. Il y avait les discussions, il y avait les bagarres, tout, où je voyageais, tout. Mais après ça, c'était sa sœur qui était venue. Parce que je ne faisais rien, j'étais à la maison. Donc elle est venue, je vais payer à Kéké. J'avais besoin de l'argent pour payer poisson, pour mettre dessus, pour la donner, pour qu'elle puisse déjeuner. Donc je suis partie, oui, coiffe, je l'ai trouvé. Il a dit, ah, j'ai payé de la Kéké, mais je n'avais pas l'argent pour pouvoir payer poisson. Donc donne-moi l'argent. Il dit, non, qui est devant moi? C'est ma soeur. Est-ce qu'elle a besoin de manger à midi? Elle n'a pas besoin de manger à midi, ce n'est pas mon problème. Donc il dit non, mais c'est moi, il va prendre mon nom pour aller. Il dit non, moi je ne lui donne pas déjeuner matin, puisque moi je ne fais rien. C'est pour cela que je suis arrivée. Voilà, au moins il faut donner un 500 ou bien un 300, je vais partir me débrouiller. Voilà ce qui est arrivé. Ça a envoyé une discussion, il a commencé à crier. Lui, il aime crier, il aime s'énerver. Et il a pris la bouteille qui était déposée avec sa photo dedans. Ils ont fait ça dans son pays pour envoyer, ils ont mis la photo avec le sable qui était dedans. Et il a soulevé la bouteille et qu'il m'a allumé, je suis tombée. Ça, c'était combien de temps après votre relation? Ça, c'est entre 5 ans. Hein. 5 ans. Donc, au début, je veux dire, pendant 5 ans, il ne vous avait jamais porté main. C'était la première fois qu'il vous portait main? Ou avant ça? Avant ça. Avant ça. Avant ça, il vous avait déjà porté main. Mais la première fois qu'il vous a porté main, quelle a été votre réaction? La première fois, il n'y avait pas d'enfant. Donc, j'ai ramassé toutes mes affaires. Je suis partie chez mon grand frère. Et il m'a trouvé là-bas. Il me dit, non, c'est quelqu'un que tu l'aimes, c'est la personne que tu discutes. Si tu n'aimes pas, tu ne discutes pas. Et ça, il dit, mais où ça arrivé? Un jour, ça va envoyer les dégâts. Donc, mieux, on n'a qu'à se séparer. Il a fait chaque fois, il venait, Donc, on a replié. Il dit, non, moi, j'ai changé. Ce que j'ai fait, je ne vais plus recommencer. Il a dit, d'accord. Maintenant, il a vu que mon grand frère, il n'y avait plus personne. Tout le monde m'a abandonné maintenant. Je suis en toutes ses mains. Votre grand frère, vous avez aussi abandonné? Oui. Donc, il fait ce que lui il veut maintenant. Il m'a vu cadeau. Il fait ce qu'il fait cadeau 6 mois. Donc, je suis chez lui comme ça. Je ne peux pas partir à quelque part. Mais ceux qui sont là, c'est le même problème là. Ma grande sœur qui a William Sylvie, pratiquement, elle n'a rien. Donc, aujourd'hui, je vais ramasser mes affaires et je vais aller là-bas. Demain, on est content. Et à 2 jours, 3 jours avec un enfant, comment je fais? Donc, je suis obligée de rester avec lui. Comme il sait qu'il n'y a personne, donc il fait ce qu'il veut, puis personne n'a venu lui demander pourquoi tu fais ça. Donc, les actes de violence se sont répétés? Oui, ça s'est répété. Très souvent porté main. Tu as vu, elle qui est ici, là, c'est rouge. C'est lui qui a fait ça. Tous les voisins se sont levés, les quartiers. Il avait peur de sortir, de venir dans la journée. Il sort la nuit. Il rentre, on dirait, chat dans la maison. Ils vont lui demander
trop, c'est trop. Mais il ne pouvait pas. Il a fait ça, il a vu que dans les quartiers où on est, les gens me supportent. Donc il a dit, on va aller à Vaucatier pour aller prendre une maison. Lui, il a pris une maison sans me dire rien. Il a tout payé, du tout. On est arrivé à Vaucatier, il me dit, non, comment est-ce que tu fais là? Tu dois arrêter ici. Il ne faut plus vendre, il faut aller accompagner la petite à l'école, tu la ramènes à la maison. Il dit, non, comme il y a une cantine là-bas, elle va rester là-bas, je vais venir un peu tôt pour venir apprendre le soir, on va venir à la maison. Il dit, non, ça ne m'arrange pas. Ce jour, il a commencé à dire de n'importe quoi. On vient d'arriver, hein? Mais un mot n'est pas sorti de ma bouche. Mon voisin, il s'est arrêté et il a regardé jusqu'à il dit non. En tout cas, ce que tu as fait aujourd'hui, ça m'a plu parce que tu n'as pas parlé. Et puis il a dit à mon mari, qu'est-ce que tu connais la cour? Tu viens d'arriver et puis tu viens poser l'acte comme ça. Est-ce que ça se fait? Ça ne se fait pas. C'est fini comme ça. Revenons sur l'épisode de la bouteille. Il a utilisé une bouteille... Oui, il a utilisé une bouteille qu'il avait sa photo avec le sable qui était dedans. Lorsqu'il m'a tapé, je me suis réveillée. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ce jour-là, c'est à cause de, comment on appelle, poisson, de sa petite soeur qui était venue chez moi, son déjeuner à midi, son manger de midi. C'est là que la bouteille s'est passée. Maintenant, lorsque c'est passé, lui, il m'a laissé dans son magasin. Non, 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 n'allez pas vite en besogne, je pense qu'on a le temps. Vous êtes avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Alors, dites-nous, il utilise la bouteille, oui. Et il fait quoi avec la bouteille? Je ne sais pas. Il vous a tapé? Oui. Où exactement? C'est ici. Et ça a été quoi la suite? Par la tête, je suis tombée. Et puis, il a perdu connaissance. Et vous nous avez, excusez-moi, vous nous avez confié que vous vous êtes réveillé le lendemain à 14h. Non, oui, je me suis réveillée à 14h. La scène s'était produite à quelle heure? C'était entre 10h. 10h, je me suis réveillée à 14h. À 14h. Oui. Vous n'êtes pas allée à l'hôpital ce jour-là? Non. Ok. Manuela. Oui, Marie-Christine, vous expliquiez que Constant vous a isolé progressivement du travail, de votre environnement professionnel et de votre environnement familial aussi. Lorsqu'il y a eu cette escalade quelque part de la violence, est-ce que vous avez pensé à un moment à demander de l'aide extérieure à la famille? Est-ce que vous avez porté plainte contre Constant? Non. Pourquoi? Je ne sais pas. La peur des représailles, la culpabilité? J'ai vu, c'est pas la peur, mais j'ai vu que si je porte une plainte, je vais aller vivre où? Dans quelle maison je vais aller vivre? Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas une caution dans ma main pour aller prendre une maison. Alors, Marie-Christine, j'aimerais savoir. Oui. C'est vrai que ce que vous décrivez, c'est une réalité et il y a forcément de nombreuses femmes. Ce sont des cas qui sont légion, hein. Notre psychologue ne dira pas le contraire. Mais vous aviez tout de même un toit avant de rencontrer Constant. Où est-ce que vous viviez? Avant de rencontrer, j'étais à Saint-Maquet. Avec qui? Moi-même, j'étais chez moi. Moi, j'avais une petite maison que je louais. Donc, vous n'étiez pas à la rue? Non. Alors, vous ne portez pas plainte? Le monsieur tente de vous assassiner, vous restez sur place. Vous prétendez ne pas suffisamment l'aimer. Non. Ça... On ne vous juge pas, on veut juste comprendre. Non, vous savez, à ce moment où moi je louais ma maison, j'avais de l'argent. C'est l'argent qui parle. Quand tu n'as rien, tu n'as personne. C'est quand tu as l'argent, le moment où je partais dans les voyages, je venais, il y avait des cousins, j'avais des frères qui étaient là. Maintenant, je ne fais plus rien. Il n'y a plus de frères, il n'y a plus de cousins. Et puis, je n'ai pas d'argent. Je ne faisais rien. Je n'avais pas l'argent pour pouvoir aller prendre une maison. Mes bagages sont beaucoup. Avec ma fille, je vais partir où à ce moment-là? Est-ce qu'après cet épisode-là, vous discutez avec lui pour savoir pourquoi est-ce qu'il vous bat de la sorte, pourquoi il est aussi violent? Parce que quand on... Je ne pense pas que quand on aime une femme, on se montre aussi violent. Non, un jour, il m'a dit, pour lui, ce n'était pas l'amour. Lorsqu'il était arrivé en Côte d'Ivoire, qu'il m'a rencontré, il m'a dit que j'avais la chance. S'il me donne 1 000 francs, 2 000, jusqu'à la nuit, sa journée, claire. Vous êtes sûr, hein? Je suis sûre. Donc je suppose qu'il vous donnait beaucoup d'argent alors? Non, il ne me donne rien. Il me donne rien. En tout cas, il ne me donne rien. Chez moi, même un tabouret pour s'asseoir, il n'y en a pas. Il m'assoit par terre. Il n'y avait rien. Mais lui, il profite de moi. C'était plus l'amour, il profite de moi. Il ne m'a jamais aimé. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une situation un peu mystique dans cette histoire-là? Parce que quand on vous demande, vous dites, je ne sais pas comment je me suis retrouvé avec lui, je ne l'aime pas. Parce que bouteille dont vous parlez, bouteille, il y a ça, puis fauteuil dans bouteille. Et puis tu tapes, tu te réveilles le lendemain.
est-ce qu'il n'y a pas un truc mystique de... Est-ce qu'il ne vous a pas bassé? Non, lui-même, pas fini. Dieu a fait qu'il m'a dit la vérité. Il m'a appelé, il m'a dit que j'ai beaucoup la chance. Mais cette chance-là, lorsqu'il me donne quelque chose, lui, à son retour, ce qu'il reçoit, il ne peut pas me laisser. Il m'a dit, il ne peut pas me laisser. Alors, merci beaucoup. Nous allons essayer d'arracher quelques mots à notre conseiller psychologue. Alors, Madame Djokoyi, vous avez bien entendu le témoignage de la dame. Du point de vue psychologique, comment est-ce qu'on pourrait décrire le profil non seulement de notre victime, mais aussi celui de notre bourreau? Sinon, de son bourreau. De son bourreau. Merci, Caroline. Ici, dans le témoignage de Marie-Christine, on voit bien que elle a été piégée dans ce qu'on appelle le cycle de la violence conjugale. Parce qu'au début, elle nous dit qu'il a isolé. Il lui avait demandé. Elle avait un boulot, il l'a empêché de travailler. Il l'a éloignée de sa famille pour pouvoir la posséder. Et dès qu'elle était à portée, qu'elle n'avait plus de soutien, il pouvait la malmener et après lui demander pardon. Ce qu'on appelle le transfert, et lui faire croire que c'était peut-être de sa faute. Donc, si je comprends bien, c'est à dessein qu'il ne voulait pas qu'elle ait une activité pour avoir une certaine autorité, un certain pouvoir sur elle. Oui, une certaine autorité, pouvoir la dominer. Donc, dès que la victime est dans cet engrenage-là, elle ne peut plus s'enfuir, elle n'a plus de recours. Comme elle a dit, même ses sœurs vivent la même situation. Donc, on a d'abord la dépendance affective qui crée chez elle, et ensuite la dépendance économique. Elle n'a plus rien, elle ne sait pas vers qui se tourner. Et puis, on remarque aussi que pour le bourreau, c'est des gens qui sont très violents, qui sont extrêmement possessifs. Ils ont une conception traditionnelle de la femme qui les empêche plutôt de tenir compte de la vie de la femme. Ils doivent la dominer, l'oppresser, et c'est comme ça qu'ils arrivent à flatter leur ego, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, c'est vraiment, comme je le disais tantôt, un cas vraiment classique où elle s'est retrouvée dans un engrenage jusqu'à ce qu'elle atteigne son point... un point culminant pour pouvoir elle-même se décider à partir. Mais selon les explications qu'elle nous donne, apparemment, c'était quelqu'un de calme. Elle dit qu'il paraissait un ange, quelqu'un de très gentil. Et comment peut-on expliquer cette violence qui surgit donc dans le couple? Comme on le dit, il n'y a pas de profil type, il n'y a pas de physique de l'homme violeur. On peut avoir affaire à quelqu'un qui, de face, est bien intégré dans la société, est très gentil, est serviable, mais à l'intérieur, qui est impulsif, qui n'a aucun respect pour sa femme et qui ne s'exprime que par la violence, qui a du mal à digérer la frustration. Donc, face à ce genre d'individu-là, tout de suite, elle a l'impression de vivre en même temps avec un animal qui la bat et puis un être très sociable, qui ailleurs est gentil, il gagne de l'argent, il distribue. Donc ça peut expliquer cela. Il n'y a pas de profil de physique. Il y a plutôt des caractéristiques psychologiques qui peuvent l'expliquer. L'impulsivité. Au-delà de cet aspect même, j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas l'aspect psychologique même qui prime? Parce que tout à l'heure, on demandait à Marie-Christine pourquoi elle n'a pas été capable de partir. C'est-à-dire que au-delà de la domination même, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de déshumanisation même de la personne? Elle expliquait tout à l'heure qu'il ne l'a fait même pas asseoir sur des chaises décentes, il l'a fait asseoir par terre. Donc elle-même était peut-être dans des conditions psychologiques où elle se dit « je suis même plus humaine, je suis comme un animal, finalement je mérite ça peut-être quelque part ». Tout à fait, il la dévalorise, il lui montre qu'elle n'a plus de valeur, elle n'est plus personne, elle est sa chose. Et donc comme ça, elle ne pourra pas en fait... Elle ne pourra pas elle-même s'en sortir sans lui. Absolument. Comme je dis, il crée une dépendance affective chez elle. Il l'oblige à vivre à travers lui, à vivre rien que par lui, de telle sorte que quand il n'est pas là, elle ne peut pas vivre, elle ne peut pas prendre de décisions. Là, vous avez vu l'incident, l'explosion de la violence, ça s'est passé sur juste l'achat d'un poisson. Pour vous dire que il a vraiment sévré de tous ses moyens de subsistance, de telle sorte elle ait besoin de lui pour se nourrir, pour faire toutes choses. Et dans cette situation, elle se retrouve complètement dépendante de lui. Voilà, donc après cet épisode de la bouteille, il y a eu aussi l'épisode du pilon. On va en parler dans quelques instants. Et ça, vraiment, vous avez failli y perdre la vie. On part pour une pause publicitaire et on se retrouve juste après.
Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de C'est nos vies. On entend que 137 femmes sont tuées par jour dans le monde et 60% d'entre elles ont moins de 40 ans. Juste avant la pub, nous écoutions le témoignage de notre invitée Marie-Christine, femme battue dans son foyer pendant plusieurs années. Eh bien, il y a eu des épisodes et la violence est partie en s'aggravant. Elle a tenu tout de même à rester. Et monsieur a décidé de partir une fois. Oui. C'est là qu'on va parler de l'épisode du pilon. C'est bien cela. Oui. Le monsieur est arrivé à un certain moment, quand on était parti à Vocatier, il ne rentrait plus 8. Il rentre tardivement. Il a commencé à avoir peur. Donc, lui, il dort au salon. Moi, je dors dans la chambre avec ma fille. Donc, j'ai mis cadenas. Donc, c'est cadenas-là qui fait qu'il n'arrive pas à rentrer. Donc, quand il vient, il tape. Il laisse la porte du salon ouverte. Là, s'il rentre, il vient, il pousse la porte, il rentre. Mais moi, je suis dans la chambre. Donc, quand il rentre, il tape. Et puis, je viens, je prends les cadenas, puis je ouvre. Et puis, il rentre, il prend. Je vois qu'il est rentré en train d'arranger ses trucs, ses bagages, tout et tout, pour faire sortir au salon. Donc, moi, je me suis réveillée. Ma fille dormait, je me suis réveillée. Je dis, aïe, je regarde les minuit. Mais tu vas où la nuit, là? Il dit, non. Moi, j'ai appelé tes parents pour dire à ta tante, à ta abo, qu'il ne faut plus, tu vas rester chez moi ici. Moi, je ne savais pas qu'elle avait appelé ma tante. Il lui a dit que non, si ta fille ne quitte pas ma maison, moi, je vais la tuer. Mais elle n'a pas pu me dire. Donc, elle a ramassé les affaires, il partait. Moi, je l'ai trouvé au salon. Il dit non, on a une fille. Même s'il y a un problème, matin, on va régler. Et puis, tu vas partir. Parce qu'il a Il n'y a pas qu'un seul problème, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes quand même dans ce foyer. C'est un homme qui n'a pas sentiment. Il n'a pas sentiment du tout. Ma fille s'est réveillée, dit, papa, il y a quoi? Tu vas où? Que si tu veux partir, il faut donner mon déjeuner de matin, tu vas partir. Il dit non, ta main est là, moi je m'en vais. Moi aussi, j'ai dit que non, il ne faut pas partir. Il fait ta ici, là, on agresse les gens. Avec bagage là, il faut rester demain matin. On va se parler, il dit non, il va partir. J'ai pas parlé, j'étais fatiguée. Il voulait même me prendre coup de poing. Et ma fille a attrapé, ma fille a commencé à pleurer. Maman, j'ai dit c'est bon, il faut partir maintenant. Et où j'ai pu foutu, j'ai mis le pilon là-bas. Et lui, il est parti. Moi, j'ai vu qu'il allait prendre le pilon. Je ne savais pas que c'était pour venir me taper qu'il a pris le pilon. Quand il a pris le pilon, moi, j'ai donné dos. Ma fille a attrapé son pied. Ma fille a attrapé son pied, a commencé à lutter avec son papa. Et puis, maintenant, elle ne peut plus. Et puis, elle a dit, maman, papa vient avec le pilon. Quand j'ai fait comme ça, un coup ici, tout ici était gâté. Les dents ici, là, tout était tombé. Vous aviez la mâchoire cassée. Je me suis évanouie. Ma fille a commencé à crier, mon papa a tué maman, mon papa a tué maman, mon papa. Tout le monde s'est réveillé. Quand les gens sont venus, le sang est quitté des salons au dehors. Quand mon voisin a mis son pied, lui qui était dit, il vend les médicaments, quand il a mis son pied, il a dit, c'est quoi? Il avait le pilon à la main. Il a pris le pilon directement, il allait jeter ça, c'est ma voisine. Et ma voisine, c'est une femme entière. Et quand elle a vu le pilon, elle a crié. Tu as pris le pilon pour tuer la femme. Il est là, il ne peut plus parler. Il dit, non, moi je n'ai rien fait, ce n'est pas le pilon, mais il est tombé sur la table. La table laquelle je suis tombée dessus, il n'y avait pas le sang. Mais j'avais le sang sur le pilon. Il y avait le sang sur le pilon. Et quand ils ont posé, ils disent non. Ils m'ont pris en partant. C'est après qu'on vous explique tout ça, parce que je suppose que vous étiez inconsciente. Vous étiez dans votre sang. Oui, quand je me suis réveillée, malgré quand on partait avec moi, mes voisins partaient avec moi à l'hôpital, lui, il était assis, tranquille. Ah, finalement, il il était assis devant la porte, tranquille, sans problème. Ma voisine est venue, c'est qu'elle a jeté pilon, elle est venue dire que je me suis, rentre dans la maison, suis la femme là. Moi, nous, on ne veut pas cadavre. Il faut rentrer, tu vas suivre la femme à l'hôpital. On m'envoie à la clinique, on dit non. À Ariette, on dit non. Au Grand Marché, on dit non. Ils ont refusé. Tu as vu, tellement je saignais. Et puis, moi, je partais. Lorsque je suis arrivée, c'était comme si c'était sommeil. Je partais. Quand je suis arrivée, j'ai vu un rêve, je vois maman, ma mère qui est décédée, qui a arrêté, il me disait que, oui, je s'étais dit que je partais en voyage. Je ne suis pas encore revenue. Toi, tu es venu faire quoi ici?
que retourne-toi. Elle me parlait, elle dit retourne-toi. Un coup, j'ai commencé à respirer dans la main des gens. Et puis ils ont crié, ils m'ont appelé, maman de Kimo, si tu nous attends. Maman de Kimo, si tu nous entends. J'ai dit oui. La femme l'a dit, hé Jésus. Elle a commencé à pleurer. Elle m'a pris directement lorsqu'on arrive. Est-ce qu'après ça, il s'est excusé Il ne peut pas. Vous avez pu parler? Il est revenu à la maison ou... Il ne peut pas. Vous êtes séparés? Après ça, lorsqu'il s'est quitté là-bas, je suis revenue. Et j'ai commencé, vous voyez ma tête là, j'ai commencé, tu sais, il y a des choses, les plus petites choses là, j'oublie vite. Tout de suite, elle me demandait comment c'est fait que ton nom, où tu es né, je peux, ça est dans ma tête. Traumatisme du choc. Secondes, j'ai oublié. Je pense que Viviane sera très à l'aise de parler de cela, hein, de ce genre de traumatisme. On a subi ce qu'on appelle un stress post-traumatique. Parce qu'il y a déjà, elle revit, je suppose qu'actuellement encore elle revit le traumatisme. Et ça entraîne aussi l'amnésie. L'amnésie, il y a des moments où elle a ce qu'on appelle des signes neurovégétatifs. Ça veut dire qu'elle est là et puis elle ressent encore la douleur comme si c'était hier. Alors que ça fait déjà 1 an qu'elle a vécu. Et à chaque fois qu'elle va revoir ce monsieur, lui avait demandé, et s'il vient, il dit il ne peut pas. Mais en vérité, elle-même, elle ne peut pas aussi accepter une confrontation avec lui parce que ça va lui rappeler tout ce qu'elle a vécu. Je ne sais pas si en 1 an, elle a bénéficié d'une prise en charge. Qui s'est occupé de vous pendant que vous étiez à l'hôpital? C'est ONG Ouvercom qui était là pour moi. C'est eux qui ont payé mes médicaments. C'est eux qui ont payé tous les médicaments. Mais... Allez-y, vous savez, souvent, où je vends de la banane, j'ai besoin de charger bagage. Lorsque je charge, si j'arrive, là, c'est le chaos. Avant d'aller plus loin, nous allons échanger avec une représentante de cette ONG dont vous parliez à l'instant, Madame Kwaku Marie-France. Elle est présidente de l'ONG Overtom Women, c'est bien cela, qui lutte contre les violences basées sur le genre. Bonjour. Bonjour Caroline. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment est-ce que Marie-Christine rentre en contact avec vous? D'accord, merci Caroline. Marie-Christine rentre en contact avec nous via les réseaux sociaux. Vu que nous sommes une ONG qui luttons pour les violences basées sur le genre, spécialement les violences sexuelles, les violences conjugales et le harcèlement au milieu scolaire, on a souvent des campagnes de communication qu'on fait sur le digital. D'accord. Et aussi, c'est comme ça que, étant connectée, je vois la vidéo de Marie-Christine qui appelle à l'aide, qui dit qu'elle a été battue par son mari, elle a la mâchoire et tout. Donc, je rentre directement en contact avec elle pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Bon, elle ne pouvait pas parler. Donc, j'ai un point focal, M. Sanga, qui nous dit voilà ce qui s'est passé. Et elle a eu les premiers soins, les voisins l'ont envoyée à l'hôpital, mais elle n'a personne. Donc, on cherche à la rencontrer, on rentre en contact avec elle, on la prend en charge. Elle est prise en charge, ça fait maintenant plus d'1 an que l'ONG la suit. Et à chaque fois qu'il y a des soucis, on est avec elle. On a voulu qu'elle guérisse d'abord, parce qu'elle a dit je veux faire une activité pour me prendre en charge et tout. Mais sauf que, comme la psychologue l'a dit, émotionnellement, elle n'est pas stable. Donc, même si on lui donne une activité aujourd'hui, la gestion sera difficile. Donc, ce qu'on a décidé de faire, déjà, c'était qu'on puisse la suivre psychologiquement. Et en Côte d'Ivoire, on a un gros souci de psychologue. On n'en a pas assez. Et donc, pour prendre les rendez-vous, c'est compliqué. Donc, Marie-Christine, on la suit. On achète les médicaments. À chaque fois, on a la responsable qui s'occupe spécialement des cas, qui l'appelle, comment ça va. On l'a même aidé parce qu'on devait la vider de la maison. On lui a dit non, on va te payer le loyer. Pourtant, le patient, tu n'es pas encore guéri. Elle m'a dit, madame, je veux faire quelque chose. Je dis, moi-même, je veux que tu fasses quelque chose. En tout cas, merci infiniment pour votre contribution. Je rappelle à toutes les victimes que vous êtes la présidente de l'ONG Overtom Women qui lutte contre les violences basées sur le genre. Donc, on pourrait vous contacter. Nous aurons donc les numéros de téléphone. Vous pouvez appeler le 22 01 0000 pour avoir de plus amples informations. Merci beaucoup. Il y a un déficit de psychologues, difficile de vous retrouver. Et ça n'a pas été facile pour nous de vous avoir sur ce plateau. Ben, les psychologues, où êtes-vous? On a besoin de vous. La société a beaucoup de problèmes. Nous sommes là, nous avons un centre à Cocody, nous recevons
des personnes qui nous sollicitent. Nous avons le centre de recherche appliquée en psychologie, en face de l'hôtel de ville, de l'hôtel communal de Cocody. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez juste vous rendre là. D'accord. On va vous donner le numéro d'un psychologue en fonction des cas. Besoins et en fonction des Merci beaucoup. Alors... Oui. Non, j'ai rapidement une préoccupation heureusement qu'elle est rapide. Rapidement, voilà, une préoccupation. Alors comment, parce que sa situation-là, surtout avec l'épisode du pilon, elle aurait dû perdre la vie, elle a dit, elle partait, et puis sa mère lui a dit, retourne-toi. Comment est-ce qu'on peut prévenir ce genre de situation? Prévenir quoi? Oui. Le stress? Non, prévenir la violence. Voilà, ce genre de violence-là. Déjà, il faut que la dame en parle, parce que c'est une violence qui intervient dans un milieu très privé. Donc, si certaines personnes n'ont pas d'informations, on ne peut pas lui venir en aide. Comme la dame de l'ONG a dit, c'est par les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'elle-même, elle n'avait pas peut-être le contact du centre social d'Abobo, elle ne savait pas vers qui se tourner. Les dames manquent beaucoup d'informations. Mais sinon, dès que la personne prend conscience qu'elle est dans ce qu'on appelle... Elle commence à attendre vers une relation dangereuse, elle nous contacte et nous, on l'aide à reprendre le dessus, à reprendre sa vie. Elle est déjà dans la relation. Mais un garçon violent, comment on peut le reconnaître? Vous êtes psychologue, quelles sont quelques caractéristiques? Oui, c'est déjà, on remarque déjà que... Il installe, il commence à couper sa victime de tout ce qui est lien social. Déjà, vous êtes avec un homme qui vous empêche de parler avec votre famille, qui vous empêche d'avoir une activité, ça doit déjà vous... Madame Djokoyi, merci beaucoup. En tout cas, ce sont de belles informations. Merci aussi à Dr Philo. Lorsque vous êtes dans une relation, que vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, on peut se tromper sur le choix de son conjoint, mais quand ça dégénère, vraiment prenez la bonne décision avant qu'il ne soit trop tard. N'hésitez pas à dénoncer, n'hésitez pas à appeler. Manuela a des chiffres, Manuela a des statistiques. Absolument. Elle va nous instruire tout de suite après ceci. Manuela Pokosi Koulibaly, c'est la chronique du jeudi. Alors, cher public, chers téléspectateurs, avant de vous donner quelques chiffres, j'aimerais juste prolonger la question de Philo qui demandait comment prévenir. Alors, sachez qu'en France, pour faire le point avec l'international, le gouvernement français a organisé un Grenelle sur les violences conjugales parce que ce phénomène a pris une telle ampleur là-bas qu'il a fallu s'en occuper en 2019. Et le gouvernement français a tenté d'innover en instaurant des centres d'appel non plus destinés aux victimes uniquement de violences conjugales, mais aux auteurs des violences conjugales. C'est-à-dire que ces hommes violents, qui sont parfois pris de pulsion, peuvent contacter un numéro spécial où des psychologues répondent à l'autre bout du fil. Et en fait, en s'entretenant comme ça avec les psychologues, ça leur permet de tenter de maîtriser la colère, d'éviter de passer à l'acte ou encore de récidiver. Voilà. Donc en termes de statistiques en Côte d'Ivoire, sur la commune d'Abidjan, attention, les chiffres font peur. Hein. En 2018, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a révélé que 91,91% des femmes avaient déjà été victimes de violences conjugales. Et en 2019, sur la commune seule d'Abidjan, l'Organisation des citoyennes pour la promotion et la défense des droits des femmes et minorités a révélé que 70% des femmes étaient victimes de violences domestiques. Et quand on regarde la répartition de ces chiffres-là, on se rend compte qu'au niveau social, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que les violences conjugales touchent autant les foyers aisés que les foyers démunis. Exactement. Voilà. Et par ailleurs, 26 féminicides ont été déclarés entre janvier et octobre 2019. C'est énorme. Aussi, alors s'il faut continuer au niveau international, Caroline le rappelait tout à l'heure à juste titre, 137 femmes sont tuées, meurent sur les coups de leurs compagnons par jour dans le monde. 60%, Caroline l'a dit, d'entre elles ont moins de 40 ans. Et les choses ne se sont pas arrangées parce que je pense que vous êtes au courant avec la pandémie de Covid-19. Les femmes se sont retrouvées davantage en fait, au contact de leurs bourreaux. En France, par exemple, ces violences conjugales ont augmenté de 36%. Donc, au niveau mondial, les États tentent de s'organiser en travers des campagnes de prévention, de sensibilisation, des numéros d'urgence, en renforçant les lois. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours facile de lutter contre les violences conjugales pour deux raisons. La première raison, c'est que les femmes osent rarement dénoncer. Elles ont honte, par peur, par honneur, parce qu'il faut faire honneur à son foyer, à sa famille. On n'ose pas aller poursuivre le père de ses enfants. On n'a pas envie d'être coupable, d'être celle qui l'envoie en prison. Et puis d'autre part, parce que dans certains pays du monde, comme vous le savez sans doute, les droits des femmes et les droits de l'homme plus largement ne sont pas respectés. Donc les lois ne sont pas appliquées.
Merci infiniment, Manuela. Merci beaucoup et on l'applaudit très fort. Il faut bien savoir, il faut que cela soit désormais intégré. Le moment de l'impunité est terminé. Le moment de l'impunité est révolu. Aujourd'hui, si vous battez une femme, vous êtes susceptible d'aller en prison. On en parlera d'ailleurs dans quelques instants avec notre invité, mais j'aimerais savoir, Marie-Christine, comment est-ce que vous vous en sortez avec votre fille, puisque vous nous parliez d'une fille de 10 ans qui est impliquée dans vos histoires, dans vos disputes. Comment est-ce que vous vous en sortez aujourd'hui avec elle? Parce que je suppose qu'elle est aussi traumatisée, cette petite. Oui, elle est aussi traumatisée. On est ensemble, ma fille, en tout cas, c'est une fille qui est beaucoup intelligente. Lorsque je suis arrivée de l'hôpital, son papa était parti. Il était là-bas. Quand elle m'a vue, elle a commencé à prier. Depuis que je suis née, je n'ai jamais vu ma fille prier. Je n'ai jamais parti à l'église avec ma fille. Mais ce jour, Dieu est rentré dans ma fille. Elle m'a attrapée et dit, maman, je prie pour toi, pour que Dieu te guérisse. Il ne faut pas mourir parce que tu vas t'occuper de moi. Lorsque je vois, lui, il rentre. Quand il m'a vue, il ne peut pas me regarder. Lui-même, il a commencé à pleurer. Il était arrêté au dehors, il pleurait. Et je lui ai dit, la chose que je lui ai dit, je te dis merci. Ce que tu m'as fait, si on fait un de tes sœurs, ça va te plaire? Il n'a pas pu répondre. Ces pleurs peuvent s'expliquer par des remords. C'est peut-être des remords. C'est des remords, mais qui rentrent, dans, comme je dis, dans le cycle. C'est un cycle. D'abord, il y a la tension qui crée autour d'elle. Après, il passe à l'acte. Après, il se justifie, mais dans ses justifications, on va voir que c'est qu'il accuse, elle, d'être à la base de ses agissements. Et après, viennent les cadeaux. Et le cycle continue. Donc, les pleurs ne sont pas symbole de fin de violence. C'est juste pour qu'elle soit davantage attachée à lui et pour passer encore de plus belle à l'action. Les pleurs ne sont pas symbole de la fin de violence. Et votre mot de fin ne sera pas symbole de la fin de cette émission parce que nous allons tout de suite à la pub. Nous sommes de retour à nouveau sur le plateau de ce midi. On ne pouvait pas faire cette émission sans avoir l'avis du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Un représentant sur ce plateau, que dis-je, une représentante, est le chef de service au Comité national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Madame Bessie Josiane nous rejoint tout de suite sur le plateau de ce midi. Merci pour ce chaleureux accueil. Bessie Josiane, bienvenue sur le plateau. Alors, vous avez écouté de fond en comble ce témoignage. Je ne vais pas vous demander vos impressions parce qu'on n'est pas dans l'émotion. Alors, les dispositifs que vous prévoyez au niveau du ministère pour gérer ce genre de cas sont lesquels? Merci, Caroline. Ce que je voudrais dire, c'est que la question des violences basées sur le genre est adressée à plusieurs niveaux. La prise en charge, elle est multisectorielle. C'est-à-dire, il y a une prise en charge psychosociale, il y a une prise en charge médicale, il y a une prise en charge juridique et judiciaire, mais il y a également la prise en charge en rapport avec l'économie, c'est-à-dire la réinsertion socio-économique de la survivante. Donc, il y a plusieurs types de prise en charge. Donc, s'agissant de la prise en charge psychosociale, par exemple, le ministère a mis en place cette stratégie-là qui est les plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre. Et ces plateformes-là tournent autour de nos centres sociaux. Voilà, les centres sociaux, ce sont des structures qui sont habilitées à répondre à tous les types de vulnérabilité au niveau social. Donc, dans tous les quartiers à Abidjan, il y en a. Donc, pour toute survivante qui est victime de violences basées sur le genre, elles peuvent taper à la porte de ces structures-là pour être prises en charge. Très bien. Voilà. J'aimerais informer les téléspectateurs qu'ils peuvent réagir. Paulus a déjà donné l'information sur le digital. Dans quelques instants, il sera avec nous pour relayer vos préoccupations. Alors, vous avez parlé de prise en charge, mais est-ce qu'aujourd'hui, il existe des foyers ou des centres d'accueil pour recevoir les Marie-Christine? Oui, je peux dire oui, parce que le ministère lui-même, il a un centre d'accueil qui est le Pavios, qui se trouve dans la commune d'Atekoubé. Mais en dehors même du ministère, il y a des organisations privées qui ont également des centres d'accueil. Il faut dire une chose, c'est que les centres d'accueil, ils sont transitoires. C'est de 3 jours, 4 jours, 1 semaine maximum.
Donc, on ne peut pas accueillir une survivante au-delà de cette période-là. Voilà. Et donc, ce que nous priorisons, c'est plutôt la réinsertion familiale pour les survivantes. On peut l'accueillir pendant un moment où on fait une prise en charge psychologique, une assistance en ce qui concerne ses besoins immédiats. Mais au-delà de cela, il faut pouvoir aller vers une réinsertion, une réintégration familiale. D'accord. Pas avec le bourreau, je précise. Le bourreau, il n'est pas du tout concerné? Il n'est pas concerné. Le bourreau, il est concerné à quel titre? Faut savoir, comme elle a dit, il n'y a pas un type de bourreau. Et donc, la lutte contre les violences basées sur le genre, elle se fait à plusieurs niveaux. Aussi bien au niveau de la femme, qui doit prendre conscience qu'elle doit dire non à la violence qui est exercée sur sa personne, mais également en l'endroit des hommes. Donc, les hommes, on les engage également à lutter contre ces violences-là à travers la formation conjugale, parce qu'on a une direction qui s'occupe de la famille et qui fait ces formations-là pour les candidats au mariage. D'accord. Donc, en dehors de ce processus-là, il y a également les clubs de mari que nous avons mis à travers des projets. Mais ces projets-là sont plutôt situés au nord de la Côte d'Ivoire, où on essaie d'aider les femmes, d'aider également les hommes à comprendre qu'est-ce que la vie à deux. Merci beaucoup, Madame Bessie Josiane. Je pense qu'on aura l'occasion de vous recevoir de temps en temps, chaque fois que nous aurons ce genre de sujet sur le plateau. Merci beaucoup. Alors, juridiquement, très rapidement, on va y aller. Qu'est-ce qu'il encourt, le monsieur? Monsieur, il encourt une peine de 5 à 10 ans. De 5 à 10 ans de prison. Oui. D'accord. Et dans le cas où elle serait décédée? C'est l'emprisonnement à vie. L'emprisonnement à vie. Depuis la loi, le nouveau code pénal qui a été adopté en juin 2019. Sinon, avant ça, il n'encourait pratiquement rien. C'est très bien. Alors, Paulus Agathon, réaction rapidement au niveau du digital. Votre avis, Paulus Agathon. Bonjour Caroline, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Midi saison 8, c'est également une saison avec des lives en direct sur la page Facebook C'est Midi, en plus de l'application RTI Mobile. Et au cours de ces lives, les internautes ont la possibilité de réagir. Sur la centaine de commentaires disponibles, on peut lire entre autres le message de Jennifer To, qui estime que notre invité était contrôlé et sans soutien financier, ce qui explique la raison pour laquelle elle était toujours attachée à son homme et elle a choisi de rester à ses côtés. Des propos soutenus par Saint-Tiche Corinne, épouse Bakayoko, qui dit c'est triste. Et il y a beaucoup de femmes qui vivent ça quand tu n'as plus rien, c'est très grave et ça fait que déjà tout le monde t'abandonne, tu es isolé et tu n'as pas d'autre choix. Le dernier message, ce sera celui de Gloire en Gloire, c'est son nom de profil, qui dit lorsque tu vois que dans une relation ça ne va pas, vraiment beaucoup de courage, il ne faudrait pas hésiter à abandonner, même si on nous invite très souvent, on dit que par amour il faut faire beaucoup de sacrifices, il faut savoir un moment se retirer. Et voilà Caroline, c'est sur ce message qu'on va s'arrêter. Merci infiniment, Paulus Agathon. Qu'est-ce qu'on fait pour lui? Et c'est sur ces applaudissements que nous allons recevoir à nouveau sur ce plateau notre docteur. Comme il a dit lui-même, que serait un docteur sans la piqûre? La piqûre de Docteur Philo, c'est tout de suite. La piqûre de Docteur Philo. Merci beaucoup, public. Merci. Alors, je voudrais... Le sujet est tellement grave. Ça fait que moi-même qui suis le seul garçon sur ce plateau, j'en ai honte. J'ai honte. Mais c'est le garçon qui est là qui fait tout ça. Alors, je voudrais me mettre en genoux et demander pardon au nom de tous ces garçons, tous ces hommes qui battent les femmes. Je demande pardon à tous les mamans, à toutes les femmes battues. Pardon. Pardon. Vous m'avez relevé pourvu que ce soit sincère. C'est sincère, toujours. Mais je veux dire que, madame, je voudrais d'abord louer votre courage, parce que c'est pas évident que vous venez ici. Et, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont battues comme ça, hein. Beaucoup de femmes. Dans Abidjan, elles sont même maquillées, elles font make-up, elles sont camées au plateau. Pardon, bonjour, elles sont battues la nuit. Mais elles n'osent pas le dire, franchement. Mais il est temps que ces femmes-là parlent. Et ces hommes-là, c'est pourquoi je suis avec ça. Il faut que je vous pique. Ça, quand on te pique là, ça fait mal, mais c'est pour ton bien. C'est ça. C'est pour ton bien. Alors, tu ne peux pas battre. Tu ne peux pas battre quelqu'un qui partage le même lit que toi. Tu viens avec quelqu'un qui ne peut pas pour toi, tu frappes cette... Toi, c'est comme... Moi, j'appelle ça de la lâcheté. Excusez-moi, mais c'est la piqûre. C'est de la lâcheté.
Depuis où faut être décédé là, et depuis la Marie Konaté Kilimanjaro là, qui a déjà vu champion de boxe, c'est de vous qu'on a besoin à la boxe. Venez à la boxe, on a besoin de vous. Pas les battre une femme. Même, je vous jure, pas les humains, même ton propre chien, ton chien, quand tu le frappes chaque fois, à force de le battre, un jour le chien me fait ça. Il parle pas, mais ça peut te dire, attention. Oui, sérieux. Moi, j'ai un caniche à la maison là-bas, j'ai chuté, et puis Dieu merci. Oui, caniche à la maison, il dit, donc ça pour vous dire que, franchement, il faut arrêter cela, et surtout certaines femmes, Caro, il faut le dire, il y a des femmes qui aiment qu'on les batte aussi. Ça, il faut être clair. Non, moi, je sais de quoi je parle. Il y a des femmes, oui. Mais ton homme dit 1, toi tu es dans 10. C'est que tu veux qu'il te frappe. Pourtant tu sais qu'il te bat. C'est pas vous qui allez faire l'éducation de la femme. Elle le disait tout à l'heure, elle sait qu'il la bat, mais elle ne peut pas partir. Mais tu veux quoi? Merci. Il faut le dire par rapport à ce truc. Docteur Philo, rapidement, Manuela, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, absolument. Il était important de préciser quand même qu'en ce moment, en Côte d'Ivoire, se tient la 31e édition des 16 jours d'activisme contre les violences conjugales. Ça a commencé le 25 novembre, ça se terminera le 10 décembre. Et si vous êtes victime de violences conjugales, mesdames, mesdemoiselles, ou si vous souhaitez dénoncer l'auteur des violences conjugales, vous pouvez appeler un numéro gratuit et disponible 24 heures sur 24 qui est le 13 08. Sauvez des vies, sauvez votre vie. Merci infiniment. Manuela, c'est aussi l'occasion de dire que ne soyez pas neutre, l'entourage, la famille, ne soyez pas neutre ou indifférent. Si vous constatez des actes de violence, n'hésitez pas à appeler les autorités compétentes. Votre intervention, comme elle a dit, pourrait sauver des vies. Et si vous ne réagissez pas, vous pouvez vous-même vous retrouver aussi en prison, n'est-ce pas? Oui. Merci infiniment. Merci à toutes les personnes qui ont suivi cette émission et à notre public, le collège Saint-Exupéry de Port-Bouët, Saint-Exupéry de Port-Bouët, le directeur des études, M. Kenta, présent, l'éducatrice des enfants, Madame Adji Chantal et le fan club C'est Midi. C'est ici que prend fin notre émission. Courage à vous. Merci infiniment. On se retrouvera demain pour le dernier numéro de C'est Midi, mais on va se séparer avec une note d'émotion magistralement exécutée par Manuela. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. Ce n'était pas mon anniversaire ni un autre jour spécial. Nous avons eu notre première dispute hier dans la nuit. Et il m'a dit beaucoup de choses cruelles qui m'ont vraiment blessée. Je sais qu'il est désolé et qu'il n'a pas voulu dire les choses qu'il a dites, parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. Ce n'était pas mon anniversaire ni un autre jour spécial. Hier, dans la nuit, il m'a poussé contre un mur et a commencé à m'étrangler. Ça ressemblait à un cauchemar. Je ne pouvais pas croire que c'était réel. Je me suis réveillée ce matin, le corps douloureux et meurtri. Je sais qu'il doit être désolé, parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. Et ce n'était pas la fête des mères ni un autre jour spécial. Hier, dans la nuit, il m'a de nouveau battue. C'était beaucoup plus violent que les autres fois. Si je le quitte, que deviendrai-je? Comment prendre soin de mes enfants? Et les problèmes financiers? J'ai peur de lui, mais je suis effrayée de partir. Mais je sais qu'il doit être désolé, parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était un jour très spécial, c'était le jour de mes funérailles. Hier, dans la nuit, il m'a finalement tuée. Il m'a battue à mort. Si seulement j'avais trouvé assez de courage pour le quitter, je n'aurais pas reçu de fleurs aujourd'hui. Et voilà, donc l'émission est terminée. Merci, je reçois un cadeau de la part de nos fans. Saint-Exupéry, merci infiniment. Et on espère bien que toutes les femmes diront non aux violences. La violence, quelle que soit sa forme, qu'elle soit physique, psychologique ou sexuelle, vous avez le droit de dire non. À demain.